Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et une nouvelle débriefing. Alors pour les fans de catch, je dois mal signaler parce que vous avez pu le voir, il n'y avait pas de show de catch qui ont été débriefés cette semaine. Je m'en excuse. Normalement je vous fais un débriefing demain, on va dire des 4 shows d'un seul coup, ou alors des séparés, en tout cas j'ai pas trop réfléchi. Mais vous aurez tous les débriefings qui auront lieu. On ira se prospecter aussi du côté bien de NXT TakeOver, comme ça à la limite. Vous aurez tout ça. Bon, on n'en est pas là, on est là pour parler bien sûr. Alors je vous garantis qu'on n'est pas là pour parler bien sûr toujours du Paris Saint-Germain, mais malheureusement, les matchs qui me sont proposés en général concernent le PSG. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire en tout cas de ce match? Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain aujourd'hui fait partie des équipes les plus intéressantes à débriefer. Moi, vous savez, j'aime les matchs où il y a toujours des analyses plus complexes que cela. Je prendrai un match concret que vous allez voir, c'est le match contre Lorient de Lille. Bah, le mec a gagné, il a gagné. Là, c'est vrai qu'il y a plus de grand choses à dire, il y a des choses à analyser, des choses à structurer, et forcément c'est plus intéressant. Après, l'autre côté, il faut féliciter l'équipe de Montpellier qui a été excellent dans ce match, honnêtement, qui a fait de belles choses, qui a été intéressante, mais en tout cas, on va revenir dessus. En tout cas, d'abord, on va commencer tout de suite par parler bien évidemment du résumé du match. Ça avait commencé avec une petite occasion de la part de Montpellier, qui avait quand même la maîtrise du jeu, et puis, à la 33e minute, suite à un centre de Angel Di Maria, qui était titulaire finalement dans ce match, et bien tout simplement, Kola Dagba va marquer son premier but de sa carrière. Montpellier va égaliser, c'est un but assez litigieux, il y a une frappe qui est contrée par Colin Dagba, alors c'est s'il y avait penalty ou pas, ça on ne le saura jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la balle rentre dans les buts. Goal Line Technology Activated. Donc, Mavididi, et bien tout simplement, marque à la 42e minute. Les Parisiens qui vont obtenir, les Montpelliérains, qui vont obtenir une occasion 2 minutes après, sera sorti par Keller Navas. Et donc voilà, donc à la mi-temps, un partout. Les Montpelliérains vont essayer de continuer à travailler, vont continuer à bosser. Ça ne se fera pas, puisque suite à une perte de balle, alors je vais vous donner le nom parce que c'est pas évident. Le nom c'est Oyogon, et tout simplement Yogo, tout simplement, le ballon va être récupéré pour donner à Moiskin. Moiskin va frapper, c'est excentré quand même, c'est pas évident à tirer. 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Et puis Montpellier va se créer 2-3 énormes occasions. Il y a une frappe qui passe juste à côté, une frappe qui passe juste au-dessus. Il y a un corner qui est très mal tiré. On se demande comment Montpellier n'arrive pas à mettre la balle au fond. Et puis il y a ce contre qui a lieu. Ce contre qui a lieu à la 91e minute. C'est une bonne sortie parisienne. Kurzawa fait un 1-2 avec Angel Di Maria qui centre pour Kylian Mbappé qui était rentré en jeu. Et donc à ce moment-là, 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Alors, on va commencer tout de suite par parler des choses importantes. Kylian Mbappé ne sera pas un top, même s'il a marqué, tout comme Onyongo ne sera pas un flop, même s'il a fait son loupé en deuxième mi-temps. La raison, je vais vous l'expliquer simplement. Onyongo, tout comme Kylian Mbappé, n'ont pas réalisé 45 minutes complètes. Comme ça, vous pouvez râler, vous pouvez pleurer, la réalité est la même. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose que je voulais indiquer par rapport à ça. Bon, on va commencer avec Montpellier. Moi, je pense que Montpellier, en fait, si on peut traduire entre guillemets à ce qui se passe, Montpellier qui est donc 6e du championnat, Montpellier a besoin de franchir un palier. Chaque saison que l'on voit du côté de Montpellier, sauf quelques exceptions, voit que le club monte en puissance d'année en année. Mais parce que cette équipe, elle réussit à produire toujours 6e, 5e, et il manque finalement cette petite chose qui va faire que Montpellier va passer du statut de outsider, c'est de outsider, parce que je ne peux pas considérer Montpellier comme un gros outsider, voilà, comme un outsider, un gros outsider, on va dire, ou de même prétendant à une compétition européenne. Il manque encore des choses. Il manque encore des choses. Alors après, on peut dire oui, mais est-ce que par exemple Nice est un prétendant crédible?
Nice est plus souvent en Europa League, Nice est plus présent en Coupe d'Europe. Cette année, bon, Nice est un peu plus en difficulté, mais Montpellier, il leur manque quelque chose. Il leur manque ce petit quelque chose qui fait qu'une équipe, que cette équipe en tout cas, peut franchir ce palier et se mêler à des Lille, à des Lyon, à des Monaco, à des Rennes, même si Rennes en ce moment c'est un peu moins bien, à des certaines équipes qui peuvent aller au-dessus. Et là on le voit dans ce match. Dans ce match, Montpellier, pour moi en tout cas, a quand même une bonne maîtrise. Alors, a quand même les plus grosses occasions. Montpellier est plus structuré, à essayer de produire de l'intensité, se créer voilà, les plus belles occasions, essaye d'être présent. Ils sont bien dans le pressing, on le voit notamment, ils arrivent à prendre du pressing. Mais cette équipe, dans les moments importants où on peut imaginer qu'elle va franchir ce palier, et bien finalement, ils n'y parviennent pas. Peut-être parce que cette équipe n'a pas encore ce qu'il faut pour le faire. Ça peut être une explication. Moi, je le conçois, je l'accepte. Mais c'est vrai que ce match-là, il est symptomatique de ce que Montpellier a encore besoin de faire, besoin de travailler pour être encore dans ce domaine-là. Ça va venir. Je pense que quand tu es supporter montpelliérain, bah tu te dis, bah on peut être content de ce qui s'est passé. Moi, c'est mon point de vue, encore une fois. Après, certaines personnes diront, non, mais ils ont quand même fait un bon match. C'est ce que je suis en train de dire. Je parle de palier, je parle pas de match. Ce match-là, oui, Montpellier est pas ridicule. D'ailleurs, de l'autre côté, le PSG a fait un match intéressant. On en parlera tout de suite après. Mais c'est vrai que bah, Montpellier doit hausser son niveau. Alors, comment hausser son niveau, ça serait une grande question. Mais ils sont pas loin de passer au-dessus. Ils sont pas loin. Mais ils y parviennent pas. Et c'est vrai que c'est rageant. Ça fait quelques années que ça dure. Moi, franchement, Michel Dezacarian, depuis qu'il est à Montpellier, je le trouve très très bon. C'est un excellent entraîneur. C'est un entraîneur qui est plutôt fait du côté de Montpellier. Mais c'est vrai que moi, il m'épate beaucoup. J'apprécie beaucoup le style de ce monsieur. Moi, on m'a dit souvent c'est un entraîneur défensif. Bah, je trouve que c'est un entraîneur surtout qui sait mettre ses joueurs en valeur. Avec un effectif qui n'est pas non plus l'effectif du siècle. Hein. Je veux dire, quand tu regardes, il y a quand même des joueurs comme Mollet, comme Laborde, comme un Coréen, donc on ne savait même pas qui j'étais, Yoon In-jok. Il s'est quand même privé aussi de... Ah merde, je vais me revenir, l'attaquant qui était présent par rapport à ça. Euh, Clairement, c'était... attendez, Andy Delors, voilà, c'est bon, j'avais trouvé ça commençait par un... Je sais plus si c'était Antoine, Andy Delors. Donc, Montpellier doit encore réussir à hausser le truc. Ça va venir, mais c'est sûr que ça reste... C'est trop rageant de voir ça. Voilà, parce que Montpellier, j'ai vu les stats, Montpellier a quand même tiré plus au but que le Paris Saint-Germain. Montpellier s'est créé plus d'occasions que le Paris Saint-Germain. Il y a quand même un tir sur le poteau où Keylor Navas ne fait rien. Mais le problème, c'est que quand tu es une équipe comme Montpellier, tu dois marquer des buts. Tu dois marquer des buts et ça ne peut pas être... ça ne peut pas être quelque chose qui ne peut pas être acceptable par rapport à ça. Bon, on va passer maintenant au Paris Saint-Germain. Bon, le Paris Saint-Germain qui gagne. C'est une bonne nouvelle. Parce que le Paris Saint-Germain, ça faisait quand même 3 matchs que le Paris Saint-Germain... Enfin, 2 matchs que le Paris Saint-Germain ne gagnait plus en Ligue 1. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les Parisiens, qui confirment notamment le bon match qu'ils ont fait contre Manchester. Paris qui a quand même décidé de faire beaucoup tourner. On a pu voir notamment que il y avait quasiment pas de titulaires, hein, à part même pas, il y avait quasiment personne. À part, non, voilà, ils avaient décidé de faire tourner l'effectif. C'est-à-dire qu'on avait quasiment l'équipe B, hein, du PSG qui jouait, ce qui démontre quand même que le PSG, ça y est en train de retrouver un banc acceptable. On voit notamment par exemple que tous les joueurs qui ont joué, à part Keylor Navas, tous les joueurs qui ont joué contre Manchester n'étaient pas là. Il y avait le petit Pembele qui était là, on va en parler justement de Pembele. Oui, il y a aussi Diallo qui était présent, mais à part ça, à part des joueurs qui sont rentrés, je pense à Moïse Kean. Et Moïse Kean aussi qui était titulaire, pardon. Mais sinon, à part ça, tous les autres joueurs étaient, on va dire, sont rentrés, etc., etc. Donc il a voulu vraiment faire tourner, il a vraiment voulu
Thomas Tuchel faire tourner et éviter concrètement que les joueurs... Neymar d'ailleurs était même pas dans la feuille de match, ce qui peut signifier voilà que pour le Paris Saint-Germain, c'était pas l'équipe du siècle. C'était pas l'équipe, on va dire, le match le plus important, je veux dire. Malgré tout, quand on regarde ce match, il y a à boire et à manger concrètement. Le Paris Saint-Germain a fait, je dirais, un match sérieux. Défensivement, le Paris Saint-Germain a quand même été présent dans les duels, a quand même réussi à être dans le pressing. Les joueurs qui ont été présents, c'est-à-dire Angel Di Maria, notamment sur les latéraux, il y a des joueurs qui se sont révélés. Je pense à Rafinha, je pense à des joueurs qui ont vraiment été impressionnants sur le plan tactique, sur le plan technique. Il y a eu aussi vraiment beaucoup de cœur d'un point de vue défensif. Ça, c'est quand même intéressant. Et quand on sait que le PSG a fait tourner et qu'il y avait très peu de titulaires indiscutables, c'est quand même plutôt aspirant concrètement. C'est plutôt évocateur quand même d'une belle chose qui se sont passées. Mais moi, j'ai un bémol à dire à ce PSG. C'est une chose qui pour moi est encore, c'est que ce PSG joue avec la peur au ventre. Alors je sais ce que vous allez me dire, comment ça? Le PSG, quand ils n'ont pas été menés, concrètement, le PSG a fait un match plutôt intéressant. Ils ont été présents, ils ont récupéré des ballons, ils ont été présents d'un point de vue offensif aussi, pas forcément en se créant des occasions, mais en ayant la maîtrise du jeu. D'un point de vue défensif, moi j'ai pas vu des Parisiens en difficulté. Je les ai même trouvés plutôt intéressants. Mais le problème vient du fait que quand le PSG marque, d'ailleurs on voit les deux buts, hein, marque, tu sens que le PSG recule. On sent que ce PSG n'arrive pas à essayer de conserver ce résultat. Il joue, alors peut-être pas avec la... Je sais pas si c'est la peur au ventre ou j'en sais rien, mais tu sens une équipe qui est tout de suite va reculer. À un moment donné, alors on va prendre très simplement, on va prendre la palette. Quand ils sont pas menés, c'est-à-dire qu'ils ont égalité, tu sens les Parisiens qui jouent à peu près ici, tu vois, à peu près là par exemple, voilà ici. Donc il y a vraiment un bloc très haut. Quand ils sont en difficulté, bizarrement, tu joues là. Le problème, c'est que quand tu joues là, tu te crées beaucoup d'occasions. Et Montpellier, qui est, excuse-moi de te dire ça, a quand même une équipe qui tout de suite va n'importe quoi, va augmenter son niveau de jeu. Bah déjà ils ont créé des occasions. T'as par exemple Mavididi, par exemple, je prends le cas de lui. Hein. Bah, lui va se retrouver plus là déjà. Et il va peser sur la rencontre. Il va poser des problèmes. Le PSG d'avant, c'est pas ça. Alors, on sent une équipe qui en manque de confiance, mais ce PSG-là, quand il y avait 2-1, le PSG verrouillé, personne ne pouvait passer. Ce qui peut signifier déjà deux choses, c'est qu'il manque sans doute de la sérénité d'un point de vue défensif. On l'a vu contre Manchester United avec des joueurs qui, de mon point de vue, manquaient cruellement de sérénité. Et je pense que ce PSG-là doit à tout prix retrouver cette sérénité défensive, parce que tu ne peux pas gagner ou faire un résultat. Alors là, ils ont réussi, mais tu ne peux pas perdurer et faire des résultats en étant si peu sûr de toi. Et c'est ça la pression que j'ai. Alors après, certains diront, oui, mais attention, les jours n'ont pas été mauvais. Je ne dis pas ça. Moi, de mon point de vue, les jours n'ont pas été mauvais. Mais ça reste trop fragile à mon goût. Maintenant, on va pas non plus crier, on peut dire, au scandale, quand on sait que ce PSG n'est pas le PSG actuel. Le PSG actuel, bien évidemment, eh ben, il y aurait, on va les prendre, hein. Dagba aurait été remplacé par Florenzi. Il y aurait eu un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, avec notamment Marquinhos Kipembe. À gauche, on peut imaginer peut-être un Bakker ou un Kurzawa. D'ailleurs, je ne serais même pas étonné que Diallo joue à gauche à un moment donné. Il y aurait eu Danilo Pereira. D'ailleurs, ouais, on aurait eu Danilo Pereira qui jouerait en tant que sentinelle, puisqu'a priori c'est son poste, on a retrouvé son poste. On aurait eu Verratti et Paredes dans ce système-là. On aurait eu ensuite à gauche Neymar, à droite Mbappé, et devant on aurait eu peut-être Icardi, si après il peut revenir, Icardi, ou alors Mbappé à droite, et là à ce moment-là, Angel Di Maria qui jouerait à droite. Donc clairement, cette équipe que nous a proposée n'est pas l'équipe actuelle, ce qui peut donner quand même un motif d'espoir, de se dire, putain cette équipe,
avec ce qu'elle avait à faire, elle a quand même tenu un résultat, même si, je le dis, cette équipe est fragile. Voilà, ça c'est mon point de vue là-dessus. Après, vous pouvez être pas d'accord avec moi, etc., dire que l'équipe elle est nulle, etc. Bon, après, si vous êtes anti-parisien, vous allez le dire, mais moi je suis pas là pour ça, je suis là pour parler de football, voilà. Bon, on va continuer bien évidemment à parler maintenant des tops et des flops. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant du côté de Montpellier? Bah déjà Mavididi, que j'ai trouvé très très bon, honnêtement. J'ai trouvé que c'était un... Bah, d'un point de vue offensif, Montpellier a été intéressant. Où il a notamment posé pas mal de problèmes. Il a réussi quand même à... Il marque le but, bien évidemment. Il réussit pas à marquer ce but juste après, qui peut être le tournant du match. En tout cas, c'était très intéressant ce qu'il a produit. J'ai beaucoup aimé Gaëtan Laborde aussi, qui a été son côté, qui a quand même posé pas mal de problèmes aux joueurs parisiens. Aussi très intéressant dans sa construction. Savanier aussi, j'adore ce joueur. Franchement, il fait partie des joueurs. Moi, j'adore ce joueur. Je trouve qu'il est très intéressant. Je trouve que. Alors, d'un point de vue défensif, ça a été un peu limite, mais d'un point de vue offensif, je le trouve très très bon dans sa construction, dans ce qu'il est capable de faire. Et puis, bah, Jesse Homelin, qui vraiment, moi, m'a beaucoup plu. Alors certes, il y a 4,5, mais dans son foot Mercato, je trouve ça un peu sévère, justement. Je regarde les notes un peu partout. Mais clairement, moi, je l'ai trouvé très bon, je l'ai trouvé intéressant dans ce qu'il avait proposé. Ensuite, au niveau des Parisiens, bah, Angel Di Maria, que j'ai trouvé excellent. Ah, voilà, ça j'aime les joueurs comme ça. Un joueur qui, bah, son entraîneur refuse de lui faire confiance, alors pour des raisons qui nous sont propres, et bah le mec il met l'accélérateur, il te sort deux passes décisives, il est impliqué dans le troisième et le premier but, il a été présent, il a une frappe justement où Homelin, je sais pas comment ça se dit, détourne. Honnêtement, c'est quand même intéressant. Ensuite, bah, j'ai envie de mettre aussi Rafinha, qui a été très très bon dans ce match. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il a fait beaucoup de gestes techniques. Il a essayé vraiment d'orienter le jeu comme il le pouvait. Il est passeur décisif sur le but de Moiskin. Franchement, très très bon Rafinha. Franchement, moi, il m'a beaucoup plu dans ce qu'il a été proposé. Ensuite, j'ai envie de mettre Pembele, que j'ai trouvé très très bon. Alors pas forcément en tant que défenseur central, mais en tant que latéral droit, je le trouve très précieux. Franchement, c'est un sac. Moi, le premier match qu'il avait fait contre Bordeaux, je l'avais trouvé assez moyen. Là, je l'ai vu jouer contre Montpellier. Je l'ai trouvé franchement, alors excellent, c'est un grand mot, mais je l'ai trouvé très sérieux. Je l'ai trouvé très vocateur. Le mec, il essayait d'aller de l'avant. Franchement, épatant. Après, bien évidemment, Kola Dagba, mais moi, je suis en droit de me demander pourquoi le PSG essaie de choper des Florenzi avec des mecs comme Pembele qui peuvent justement être la succession. Voilà, Thomas Meunier, etc. Ils ont essayé de chercher. Bah, quand tu vois Thilo Kehrer, pardon de le dire, hein, Thilo Kehrer, moi je suis désolé, je peux plus de ce joueur. Thilo Kehrer, pour moi, c'est un ovni dans cette équipe. Il ne sait pas jouer, il ne sait pas mettre ce qu'il faut, il ne met pas les ingrédients pour gagner un match. Quand tu vois le petit Pembele, à un moment donné, bah, c'est à toi de se demander, est-ce que Pembele doit pas fait partie du quatrième joueur à la place de Thilo Kehrer? Est-ce que, pour ainsi dire, Thomas Tuchel, demain, s'il venait à partir, si c'était, je sais pas, qui c'est que je vais citer, si c'était Mauricio Pochettino ou Massimiliano Allegri, est-ce que Pembele ne serait pas aujourd'hui, pas titulaire bien sûr, mais n'aurait pas pris la place de Thilo Kehrer? Sur le côté droit, peut-être pas. Parce que sur le côté droit, il y a Dagba, qui d'ailleurs revient bien cette saison. Moi, j'étais vraiment surpris. Je me suis dit, putain, Colin Dagba, il va se faire allumer. Bah, Colin Dagba, il fait une saison honorable, hein, finalement. Une saison honorable. Il fait une saison intéressante. Il a du temps de jeu, il a des choses comme ça. Mais Colin, après moi, ce que je reproche à Colin Dagba, c'est que quand les choses sont compliquées, eh ben, il attaque plus. Là, il a essayé, il a attaqué, d'ailleurs, il a marqué le but. Et je pense que c'est ça qu'il doit faire. Je me mets droit. Je pense que c'est ça qu'il doit faire. Je pense que Colin,
doit être plus fort, doit avoir plus de caractère par rapport à ça. Diallo aussi. Putain, nombre de fois où j'ai allumé Abdou Diallo. Bah moi j'ai envie de dire, bah il a été très bon Abdou Diallo. Ah, moi j'aime bien. Franchement, j'aime ces joueurs avec du caractère. Longuement, vous l'avez vu dans toutes les vidéos, j'ai allumé Abdou Diallo. Intéressant contre Manchester United dans un poste qui n'était pas le sien. Là, il va à Montpellier, le mec, il était quand même c'était quand même celui qui était le chef de la défense. Et à n'en pas douter, il a fait rayonner Pembele et il a fait de bons boulots, clairement. Voilà, par rapport à ça. Sinon, j'ai pas vu d'autres joueurs top du côté parisien. Pas Mbappé, mais vous avez compris pourquoi. Ensuite, au niveau des flops, bah, j'ai envie de mettre Pedro Mendes dans les congrès parce qu'à un moment donné, à un moment donné, même Ferry, on va mettre Ferry, parce qu'à un moment donné, tous les ballons partaient dans l'axe. À un moment donné, les Parisiens, ils se sont infiltrés par là. Donc à un moment donné, et puis même on voit l'occasion de Di Maria, le mec, il contrôle, il ferait frappe pied droit, il n'y a pas un, voilà, c'est quand même compliqué. Ensuite, au niveau du reste, Ristich, ah, pardon, excusez-moi, voilà, que j'ai trouvé assez moyen, et même quand Dagba débordait, il avait du mal à se réveiller. C'était quand même assez décevant. Voilà. Sambia aussi, parce que Baker a fait ce qu'il voulait de lui. C'était quand même assez déprimant. Voilà. Après, au niveau des Parisiens, Kurzawa. Kurzawa, parce que je l'ai trouvé nerveux. Il doit prendre un rouge à un moment donné, parce que la deuxième, l'arbitre il est sympa, mais honnêtement, le rouge il est sorti, moi je dis rien. Et je l'ai trouvé pas serein du tout dans une défense A. Alors ça, c'est pas son poste. Là, on va lui mettre le mea culpa. Mais à un moment donné, il bascule à gauche. Et je le trouve pas du tout serein quand tu vois un Bakker qui est... D'ailleurs, encore une fois, on peut se poser la question, alors que Bernat est blessé jusqu'en février, si j'en m'abuse, le gars a prolongé avec le Paris Saint-Germain. J'ai à se demander si Michel Bakker, aujourd'hui, n'est pas le numéro 2 du Paris Saint-Germain. La même étude pour Kerrer, on peut se demander, d'ailleurs, ouais, on peut se demander pourquoi Kurzawa a été prolongé. Moi, de mon point de vue, Michel Bakker ne doit jamais être. Kurzawa ne doit jamais être prolongé. Il doit y avoir un duo, c'est-à-dire Michel Bakker et concrètement Rad Bernat. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Sio, tu sais très bien que si jamais on n'avait pas prolongé Livin Kurzawa, le PSG se serait retrouvé avec un seul latéral gauche pour pouvoir faire ça. Sauf que il a été démontré par A plus B que Abdou Diallo est en mesure de pouvoir couvrir et de maîtriser son côté gauche. Autrement dit, on avait le latéral gauche au cas où ça se passait pas bien. Et puis franchement, on avait Marquinhos, Kipembe, Danilo Pereira qui pouvait dépanner. Hein, salut Thomas. Et on avait plein de choses. En tout cas, c'est ainsi que les choses se passent. Bon, en tout cas, Paris gagne. Paris, on va dire, prend un peu d'air avant le match de Lille. Ça va être la grande question de ce qui va se passer la semaine prochaine. Pour le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Est-ce que ce PSG est en mesure de pouvoir concrètement gagner contre réussir, pas de désillusion, voilà, je vais dire le mot comme ça. Parce que c'est vrai que nous, on est en droit de se poser cette fameuse grande question. Parce qu'on sait que le PSG est capable du meilleur comme du pire. Et que moi, après, si je peux me permettre, si je devais miser sur une victoire du PSG, je dirais oui. Mais il faut que le PSG mette plus de sérénité défensive pour s'en sortir. Demain, on fera Metz-Lyon. Voilà, donc on va aller du côté. Voilà, on va parler des Messins et des Lyonnais. Pour ainsi dire par rapport à ça. En tout cas, merci à vous de avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et ciao les amis.